Bonsoir, bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous d'Inside Clubhouse with Lola. Vous le savez, tous les jours je reçois une personnalité atypique, novatrice au parcours de vie inspirant. Il a su faire de son handicap une force. Aujourd'hui je reçois Christophe Phalippot. Bonsoir Christophe. Bonsoir Lola. Merci de venir passer un peu de temps avec moi sur Clubhouse. Avant de démarrer, je rappelle que seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview, est enregistrée avec l'accord de mon invité. Donc n'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main à la fin de notre entretien pour monter on stage et poser toutes vos questions à Christophe. Christophe, on va démarrer doucement. Tu nais au milieu des années 70 à Noisy-le-Sec, en région parisienne. Ton papa était dans le bâtiment, puis dans la fonction publique. Ta maman, elle, s'occupait essentiellement de ta petite sœur et toi. Tu as grandi à Bondy-Nord. Tous tes copains vivaient dans la cité juste en face de toi. C'est comme ça qu'à l'époque, les gens te considéraient comme le gamin riche du quartier. Exactement, oui, tout à fait. C'est marrant. On a quand même vécu ensemble toute notre enfance. On a fait l'école maternelle, primaire et collège. Et en fait, comme nous, enfin ma famille était dans un pavillon en face de cette cité, le Carré à Bondy. Et ben en fait, on avait toujours ces remarques de nos copains qui disaient quand on passait devant la maison, oui, toi t'es un gars riche parce que t'as une maison, mais cette maison a été construite des mains de mon père, donc avec sa sueur et son temps passé après ses heures de travail. Et donc, en fait, moi, je ne me considérais pas comme un enfant riche parce que c'était juste des pierres et un toit. Voilà, c'est tout, quoi. Si tu viens d'un milieu ouvrier, tu n'as pourtant jamais manqué de rien, ni toi ni ta petite sœur. Comme beaucoup d'adolescents, tu fais les 400 coups. Vous piquez dans les magasins, vous piquez des scooters, jusqu'au jour où tu atterris dans un commissariat et que ton papa vient te chercher. Oui, tout à fait, oui. Alors, j'en rigole maintenant, mais j'étais moins fier à l'époque. Mais oui, c'était on vivait tous ensemble avec les copains de la cité. Et bon, comme il n'y avait pas grand-chose à faire que du foot et qu'on s'embêtait très très vite, et ben donc on faisait toutes les conneries possibles et imaginables. Et puis un jour, oui, forcément, je me suis retrouvé après un vol dans un magasin directement conduit au commissariat. Et là, ça a été un peu un peu là où j'ai commencé à grandir en fait. Mon père est arrivé et il m'a laissé un peu de temps dans cette cellule tout seul. Et puis après, donc, il m'a ramené à la maison et là, dans la voiture, c'est là où j'ai ressenti toute cette colère de mon père sans émettre des coups, quoi. C'était juste une parole verbale, quoi, où il m'a dit espèce de petit con, quoi. Et là, j'ai ressenti tout le côté de cet homme qui a travaillé toute sa vie et pour notre bien-être, pour avoir. Alors, on n'avait pas des objets de valeur, on avait surtout voilà, une famille qui nous aimait, qui nous entourait et surtout aussi il nous permettait de partir en vacances un peu partout, en colo, ski, et ça c'était vraiment voilà, du travail de sa part et voilà. Et j'ai vu toute sa peine et sa tristesse quand il est venu me chercher. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus fait aucune connerie de ma vie. Et ouais, cet épisode, on peut le comprendre, te marque profondément. Tu prends soudain conscience de tous les sacrifices que tes parents ont faits. Et après l'épisode du commissariat, tu deviens plus responsable. Tu rentres un peu dans le rang. Même si tu restes un enfant casse-cou et non casse-couille, raconte-nous cette adorable anecdote que tu m'as confiée en préparant l'interview sur la façon dont tes parents choisissent avec soin leur lieu de vacances. Oui, alors casse-couille, je crois que je suis les deux en même temps, hein. Je crois que ça fait partie de mon caractère. Et en fait, oui, bah les lieux de vacances ont été choisis parce que il y avait une tradition que j'avais, c'est qu'à chaque fois qu'on allait dans un lieu de vacances, eh ben, je me faisais quelque chose, mais pas un petit quelque chose. C'est-à-dire que j'ai à peu près une 9, je crois, 9 cicatrices sur moi. Et donc, ça correspond à chaque année où on partait en vacances avec mes parents l'été. Et donc, la première année, bah, ils se sont dit, bon, c'est comme ça. Deuxième année, puis au bout de la troisième année, ils se sont dit, on va quand même prendre un lieu de vacances à côté d'un hôpital. Comme ça, au moins, ça sera tranquille, on sera à côté. Et ils ont bien fait parce que, en fait, à chaque fois, bah, il m'arrivait quelque chose, quoi. À l'école, ce n'est pas vraiment le délire, tu t'ennuies, pire, tu as l'école en horreur, sauf que tu redoubles ton CM2 juste pour rester avec la même maîtresse, c'est pas commun ça.
Oui, c'est ça, tout à fait. Et en fait, tout s'est déclenché. En fait, j'étais fou amoureux de cette maîtresse. S'appelait Sylvie Bip, voilà. Et en fait, on est parti en classe de mer 3 semaines avec cette maîtresse-là, et j'ai découvert une femme. Alors, à l'époque, bon, bien sûr, plus âgée, beaucoup plus âgée que moi, mais très jeune, parce que bon, on sait que les instits sont très jeunes au départ. Et de leur carrière. Et en fait, j'ai dit à mes parents, quand je suis rentré de classe de mer, j'ai dit, je vais redoubler mon CM2 pour être à nouveau une année avec elle. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis reparti à nouveau 3 semaines avec elle en classe de mer. Un vrai cœur d'artichaut. Oui, un cœur d'artichaut, je sais pas, mais en tout cas, non, j'étais fou raide de cette maîtresse. C'était dingue, quoi. Je crois que c'était mon premier amour, mais bon, voilà, quoi. C'était un amour d'enfant. C'est à l'âge de 13 ans, après un décollement de la rétine et alors que tu dois subir un traitement au laser à l'hôpital Lariboisière à Paris, que les médecins décèlent ton handicap. Oui, c'est ça, tout à fait. Et en fait, c'est vraiment par pur hasard, en fait. Je fais ce traitement au laser et là, il y a un professeur qui passe, qui entend ma mère discuter avec une infirmière avec toutes les péripéties qui m'arrivent dans ma vie. Et là, le professeur décide demande à ma mère si elle avait un peu de temps juste après les soins. Et donc, on atterrit dans son service, on fait une batterie de tests, on devait rester une demi-heure, on est resté 4 heures en fait. Et c'est là que le, que ça tombe, quoi. C'est-à-dire que, voilà, son verdict, c'était à 40 ans, Christophe sera aveugle. Voilà. Alors le médecin vous annonce l'inimaginable, tu serais atteint d'une rétinite pigmentaire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, alors en fait, dans le détail, on a des bâtonnets, des cônes en fait, donc à l'intérieur de la rétine, et en fait, c'est ça qui serait abîmé, et ça vient d'un gène en fait, et donc en fait, c'est pas, on peut pas le soigner parce que c'est une maladie orpheline. Donc très peu de personnes l'ont, et c'est surtout aussi une maladie qui est peu reconnue, et il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui cherchent à faire évoluer ça. Mais après, voilà, c'est surtout ce que dit le médecin à ma mère et après à moi. Et, et moi, ça me passe, mais alors au-dessus de la tête, voilà, comme si pour moi c'était à 13 ans, tu peux pas imaginer ce qui t'attend le reste de ta vie, quoi. Ah oui, parce que en plus, c'est une perte progressive et graduelle de la vision. Donc, en plus, quand on a 13 ans, 40 ans, ça semble une éternité. Qu'est-ce que tu comprends quand tu apprends la nouvelle? J'imagine que c'est presque impossible à réaliser, de prendre conscience de tout ce que cela implique. Non, non, c'est vrai, j'ai pas de. Alors, je vois par rapport au regard de ma mère, c'est-à-dire que cette tristesse qui arrive d'un coup, parce que en fait, comme c'est une maladie génétique, donc le responsable, c'est soit ma mère, soit mon père. Donc, sans qu'ils soient au courant de cette maladie, ils ont pas fait, c'est pas fait exprès, quoi. C'est pas de bol, quoi. Ça tombe sur moi. Et en fait, c'est cette détresse au quotidien que je constate chez ma mère. Alors, pas envers moi, mais cette tristesse, en disant sûrement c'est de ma faute. Et moi, en étant parent actuellement, oui, j'aurais fait la même chose. Mais en fait, c'est surtout par rapport à ma mère. Voilà, c'est par rapport à ma mère. Pour moi, c'était rien. C'était de la rigolade, quoi. Je disais, ouais, c'est bon, j'étais voir le médecin. Il m'a dit il m'a donné il a posé le nom sur ma maladie, mais voilà, pour moi, il y avait rien d'autre, quoi. Au collège, tu entres en sport-études où tu fais beaucoup de natation. Ce qui m'a étonné lors de nos échanges en préparant cette interview, c'est que tes parents, alors que ton futur handicap est détecté, n'ont pas entamé de démarche administrative ou de démarche pour t'inscrire dans une école spécialisée. Non, en fait, je pense que, alors, soit ils n'étaient pas au courant du fait des aides qui pourraient être possibles, ou pour moi, avoir une évolution dans ma vie scolaire et après professionnelle. Mais en fait, le handicap, on n'en parlait pas, quoi. C'était même en famille, quoi. C'était, on me demandait des nouvelles de moi, mais voilà, on rentrait pas dans le sujet, quoi. Voilà. Et au fur et à mesure, bah oui, je suis rentré en sport-études, et puis bah, j'ai suivi une scolarité classique, et en fait, c'était très très bien la partie sport-études, parce qu'en fait, le handicap, je l'ai pas vécu du tout comme peut-être une autre personne l'aurait vécu. Moi, j'ai vécu comme une personne valide, quoi.
Alors, en raison de résultats scolaires assez moyens, parce que tu t'ennuies, les études, ça t'intéresse vraiment pas, tu poursuis ta scolarité en faisant un BEP secrétariat. Et là, c'est le bonheur, mais pas pour les raisons que l'on imagine. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ah oui. Alors là, c'est vraiment le bonheur parfait. Alors moi, quand on m'a dit tu vas aller en BEP secrétariat, j'ai dit mais ouais, je suis un mec. Alors tu vois toutes les choses qu'on peut penser en étant mec, en disant qu'est-ce que je vais faire en secrétariat. Et là, on arrive dans une classe où il y a 24 filles et un autre garçon. C'est-à-dire deux garçons, 24 filles dans la classe. Et alors là, c'était le bonheur total avec tous les avantages d'être chouchouté par ces 24 filles. Et puis aussi tous les avantages qu'il y avait des classes de comptabilité où c'était rempli de garçons. Et j'ai jamais eu autant de copains dans ma vie qu'à cette période-là parce qu'ils étaient tous intéressés pour savoir quelle fille était intéressée par quel garçon. Voilà. Et ça a été mes 3 années de scolarité comme ça en fait. Tu obtiens ton CAP avec mention. Bon, tu plantes ton BEP, mais qu'importe, puisque tu te fais embaucher à la piscine où tu as l'habitude de nager et où tu bossais déjà comme garçon de cabine le week-end et pendant les vacances. Si la vie continue, ton handicap est toujours présent. Tu fais régulièrement des examens pour vérifier l'évolution de ta maladie. Et puis un jour, tu commences à te rendre compte que tu vois de moins en moins bien. Ouais, c'est ça. C'est en fait le métier de garçon de cabine. Alors c'est pas, voilà, c'est un métier que j'adorais parce que j'étais dans mon élément, passé toute ma jeunesse dans une piscine, continuer. Donc pour moi, c'était pas un problème. Et puis en fait, sur les casiers quand on est garçon de cabine, donc on donne des casiers en porte-manteau avec des chiffres. Et en fait, au fur et à mesure de, des mois et des années, enfin, je ne vois de moins en moins les chiffres. En fait, les chiffres pour redonner les affaires aux gens, je les vois de moins en moins. Et c'est là que je m'aperçois où il faut que je fasse une reconversion. Parce que à terme, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible. Et puis même pour moi, quoi, il faut avancer, quoi. Il faut avancer dans la vie et il fallait me mettre sur des bons rails, quoi. La situation commence à devenir véritablement problématique au moment où tu veux passer ton permis de conduire et lorsque tu souhaites t'engager dans l'armée. Là, tu passes une batterie d'examens, dont des examens ophtalmo, que tu essayes tant bien que mal, filou que tu es, de contourner. Raconte-nous. Oui, alors ça oui, c'était un pas parce que moi je voulais m'engager dans l'armée, hein. J'étais pro-armée, voilà, j'adorais enfin je regardais des images de reportage, voilà, c'était vraiment mon truc. Et en fait, je connaissais un peu la visite médicale en fait, et donc on passait alors tous les tests, j'avais réussi tous les autres tests, et puis le test final c'était le test ophtalmologique. Et donc j'arrive dans cette pièce. Et juste avant, j'avais demandé à chaque gars qui était passé de retenir la première ligne. Et après, le deuxième, la deuxième ligne, le troisième, la troisième ligne, et ainsi de suite. Et donc, au fur et à mesure que les gars sortaient, moi, je passais le dernier, et donc j'apprenais ces lignes par cœur, en fait. Et quand je suis rentré pour me faire ausculter, et donc le mec, il a dit, bon, bah vas-y, lis. Et donc, j'ai lu par cœur toutes les lignes, voilà. Et puis c'est après, quand il y a eu des images en 3D qu'il a fallu décrire. Et alors là, ça a été une catastrophe parce que je m'attendais pas à ça. Et puis après, bah, il s'est aperçu qu'il y avait un problème et il me demande, il me demande de regarder le point, de lui dire où se trouve le point sur le mur. Et je lui dis, bah, il n'y a pas de point. Voilà. Et donc c'est là où j'ai été réformé, quoi. Et c'est aussi compliqué dans ta vie quotidienne. À 19 ans, on a envie de faire plein de choses. Et toi, forcément, tu en es privé. Le vélo, la moto, les rollers. J'imagine que tu es frustré, voire rempli de colère à ce moment-là. Alors là, je crois que c'est un des passages les plus durs de ma vie parce que c'est, comment dire, oui, il a fallu faire un deuil de tout ce que les copains faisaient. Donc rien que le permis de conduire, quoi. C'est-à-dire que c'est pas possible, quoi. Donc, tous les copains passent le permis de conduire, ils ont une voiture. En plus, je travaillais, donc j'avais les moyens de me payer une voiture et de et, et tout ça, mais et là, cette période-là, c'était très, 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 très compliqué. J'ai eu une envie bah, d'en finir, quoi. Donc voilà. Et suite à ça, bah, j'ai mon meilleur ami qui m'a découvert dans une très, très mauvaise situation. Il est arrivé vers moi, il m'a mis une droite comme jamais je reprendrai une droite dans ma vie. Et m'a dit plus jamais ça, tu dégages, et hop, on y va. Et en fait, voilà quoi. C'était un moment vraiment très, très difficile de ma vie, mais voilà, maintenant c'est passé. Et heureusement que je remercie toujours. Et c'est toujours mon meilleur ami. Voilà.
La rhinite pigmentaire est une maladie transmise par la mère. Comment évoluent les relations avec la tienne à partir de ce moment-là? Pas bien, parce que forcément j'en veux à la terre entière, j'en veux à moi-même et puis j'en veux à la première intéressée, donc ma maman. Et donc je lui dis chaque jour, je lui répète, dès qu'il y a un conflit entre les deux ou un mot qui va pas, bah c'est de ta faute, c'est de ta faute. Si je peux pas faire ça, c'est de ta faute. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et très très compliqué pour lui. Et bon, pourtant c'est une femme forte, c'est une femme qui a du caractère, une femme qui se laisse pas faire même par son mari. Mais je pense que cette période-là n'a pas été facile pour elle, ça a dû la toucher profondément. Et moi, maintenant, quelques années après, quand je suis devenu papa, et ben, tout ce que j'avais dit à ma mère, ça s'est ressorti et ça m'a touché aussi, quoi. Voilà, parce que je me suis dit, on est parents, on essaye de faire le mieux pour nos enfants, et il arrive quelque chose à nos enfants et on n'y peut rien, quoi. Donc après, ça a été vraiment une période compliquée pour elle, pour moi, mais puis bon, maintenant ça va beaucoup mieux. On imagine. Tu fais une formation de 6 mois de remise à niveau via un organisme spécialisé dans le but de trouver une voie professionnelle qui te conviendrait. Pendant la formation, à l'inverse de l'école, c'est un cadre où l'on ne cesse de te motiver et forcément tu récupères une certaine confiance en toi au point que tu poursuis une autre formation d'informatique et de secrétariat pour les malvoyants. C'est là que tu apprends le braille et grâce à un homme, ton professeur de braille, ta vision du handicap change littéralement. C'est ça. Et tout ce parcours-là que tu viens de raconter, Lola, c'est important parce que toute ma vie, on m'a dit tu feras jamais rien de ta vie, t'es nul, tout ça. Et le fait de rentrer dans ces formations spécialisées pour les malvoyants et non-voyants, alors certes, c'est un peu infantilisé, mais d'un autre côté, c'est toujours motivant. C'est-à-dire qu'il n'y a on te dénigre pas, on dit pas c'est pas bien, on te demande de le refaire, et une fois que tu le réussis, t'es content parce que ça valorise ton travail. Et oui, et suite à la deuxième formation, j'avais une formation en braille et j'avais un professeur de braille qui s'appelait Mohamed H. Belkacem. Et alors là, ça a été un homme, mais dans ma vie, c'était incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'il m'a fait découvrir que la non-voyance, ce n'était pas un handicap, c'était une force. Et la formation de braille, j'avais 18 mois pour la faire, en parallèle de ma formation d'informatique. Et, euh, et en fait, on l'a fait en 6 mois. Voilà. Et après, il m'a dit, on va dehors et je vais t'apprendre comment évoluer dans un environnement bruyant, donc parisien. Et donc, j'ai tout appris avec lui, c'est-à-dire de développer mes autres sens. Voilà, en permanence, et ne jamais se laisser endormir par la vie et de se dire, bah, faut toujours travailler. Et en fait, c'est comme ça que je suis aussi à l'aise dans la vie et aussi à l'aise avec les gens aussi. Alors je ne sais pas si les personnes qui sont dans l'audience ont déjà touché du braille. En tant que voyante, je ne sens même pas les points, je sens juste une sorte de relief sous mes doigts. Est-ce que comme l'apprentissage d'une langue étrangère, lorsque l'on est adulte, le braille c'est compliqué à apprendre? Alors, il y a deux types de braille. Il y a le braille standard et le braille abrégé. Donc, le braille standard, c'est assez simple. C'est comme les lettres alphabétiques, hein, A, B, C, D, voilà. Donc, après, pour faire le mot amour, c'est un A, un M, un O, un U et un R, voilà. Et donc, tu as des symboles avec des picots qui sont mis sur une feuille. Et en fait, au départ, tu as des picots, enfin, les picots sont les mêmes, mais ils sont plus prononcés. Et donc, et au fur et à mesure que tu as une expérience de la lecture, ces picots, on donne d'autres cahiers avec des picots où tu sens un peu moins, un peu moins, un peu moins. Et donc après, à la fin, je sais pas, vous avez tous testé peut-être sur les boîtes de médicaments, il y a toujours des écritures en braille. Et vous mettez vos doigts et vous faites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sens même pas, je sens un point sur deux ou voilà. Et en fait, non, voilà, l'éducation qu'on nous donne sur l'apprentissage, pardon, sur le braille, en fait, ça nous amène à ça, en fait, voilà. Et moi, j'ai appris que le braille standard et pas l'abrégé parce que pour moi, là, ça rentrait vraiment dans une complexité. Et c'est surtout les enfants qui sont non-voyants de naissance qui apprennent ce braille abrégé. Alors je vais te poser sans doute une question un peu idiote, mais au moment où tu apprends le braille, tu vois encore un peu. C'est ça. Je vois encore un peu et je triche un peu aussi. Ça m'étonne pas de toi. Parce que le problème, c'est que le prof de braille était assez exigeant. D'ailleurs, il avait raison, hein, parce que sinon, je ne serais pas où j'en suis actuellement.
Et en fait, il me demandait beaucoup de choses. Et en fait, les points braille, on arrive vite à les identifier, en fait, comme des lettres. Parce que, par exemple, le A, c'est un premier point en haut à gauche. Voilà. Et ensuite, donc, visuellement, ça se voit. Et donc, en fait, lui, comme il voyait pas, il était non-voyant total, enfin aveugle, et ben j'avais pris mon téléphone, il y avait une petite torche dessus, là. C'était les anciens téléphones avec les 1, 2, 3, 4, 5, 6, là. Et j'avais une petite torche et en fait, je la mettais au-dessus du livre et je les lisais avec la vue, en fait. Et au bout d'un moment, il s'est aperçu de ça et après, il a pris un chiffon et il m'a bandé les yeux. Voilà. Ouais, donc c'est quand même un avantage, entre guillemets, de pouvoir voir lorsque l'on apprend le braille. C'est un peu bizarre comme question, je m'en rends Non, compte non, au non, moment non, où je te la c'est pose, pas mais bizarre. ouais, finalement, c'est un peu plus simple d'apprendre le braille Alors, lorsque l'on voit encore un peu. bah, c'est plus simple parce que t'as les symboles. C'est comme quand tu apprends une langue étrangère ou le chinois ou des choses comme ça, tu vois les symboles. Donc tu arrives à les identifier. Donc visuellement, ça va beaucoup plus vite qu'avec le toucher parce que le toucher, c'est vraiment une pratique qu'il faut faire souvent, souvent, souvent. Moi, il me donnait un livre, enfin comment on dit ça, des petites histoires à lire dans le train. Donc il me les donnait et puis il fallait que je les lise dans le train et puis le lendemain, il fallait que je lui raconte l'histoire. Voilà. Et c'est un apprentissage de tous les jours, voilà, le braille. On peut pas. Moi, tu vois, ça fait déjà peut-être 1 an que j'en ai pas fait, et si je dois m'y remettre, il me faut à peu près 3-4 mois, quoi, pour vraiment le lire correctement, quoi. Pendant la formation que tu fais, tu te découvres une véritable passion pour l'informatique. Le digital aujourd'hui est ubiquiste. Est-ce que tu dirais que son avènement dans notre quotidien te simplifie à toi aussi la vie, ou il reste certains pans compliqués d'accès pour les malvoyants ou non-voyants? Alors, non, alors je dirais oui. Alors, la découverte d'Apple et de l'iPhone, ça a été une révolution pour nous, les non-voyants. Mais vous pouvez pas imaginer, je crois que c'est la plus grosse évolution qu'on a eue dans ce monde moderne. Et, euh, et surtout, bah, après, le problème, c'est toutes les problématiques des sites, des applications qui sont pas créées nativement avec une accessibilité. Et ces parties-là sont très compliquées parce qu'il faut justifier pourquoi, enfin, il faut rendre des comptes aux gens qui créent les applications en disant mais oui, mais ça marche pas. Et après, il faut qu'on leur dise pourquoi ça marche pas. Enfin bon, c'est très 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 compliqué. Et en fait, au quotidien, bon, moi j'arrive à l'utiliser très très bien, hein. Mais c'est vrai il y a des gens qui ont, comment dire, c'est toujours pareil. Tout dépend du niveau que tu as et de l'envie d'apprendre et l'envie de progresser. Et si tu essayes pas de progresser chaque jour, bah tu te heurtes à chaque fois à l'inaccessibilité des sites et de l'application, des applications. C'est vrai que lorsque je t'envoie un texto, je prends toujours soin d'écrire des phrases courtes et concises. Moi qui mets généralement des tonnes de smileys partout, j'essaye de me limiter. L'aide audio des smartphones, ça n'est pas forcément un gain de temps dans ton cas. Parce que tu m'as expliqué par exemple Oui. que pour trouver un smiley, toi, il te les lit un par un. Ah oui, en fait, oui, c'est pour moi, par exemple, c'est quand tu mets des emojis avec des petits cœurs. J'aime bien quand tu mets des emojis avec tes petits cœurs, parce qu'il y a emoji et petits cœurs, emoji et petits cœurs. Mais par contre, si moi je veux mettre des emojis, bah, j'ai toute une liste et en fait, il faut que je balaye pour chaque emoji. Vous avez une vision globale des choses et moi, il faut que je les balaye un par un. Donc c'est ça qui est pas pratique en fait. Mais après, tu sais, sur cette partie-là, je suis pas obligé de mettre des emojis sur mes textes, hein. Voilà, je mets juste en texte et ça suffit. Et alors, puisqu'on échange ce soir sur Clubhouse, j'aimerais savoir comment concrètement tu vis cette expérience. Comment est-ce que tu sais quel room est en cours dans le hallway? Lorsque tu arrives dans une room, comment est-ce que tu sais qui est on stage, qui prend la parole, ou même qui se trouve là maintenant tout de suite dans l'audience? Alors en fait, bah, quand je veux rentrer dans une room, bah, comme vous, hein, vous avez toute la liste des rooms qui sont en direct. Donc moi je balaye. C'est toujours pareil. C'est le problème, c'est que nous on perd un peu plus de temps parce qu'il faut qu'on balaye. Et en fait, c'est un peu c'est un peu plus compliqué, mais après c'est juste une habitude. Là, oui, dans l'audience, je peux te dire qui y a, mais le problème, c'est que si je balaye, je suis en train de me concentrer sur ce que je suis en train de faire avec toi. Donc, si je fais deux choses en même temps, là, tu vas me perdre, je crois. Alors, si tu devais donner un conseil à Paul Davison et Rohan Seth, les fondateurs de Clubhouse, pour améliorer l'expérience utilisateur, ce serait quoi? Alors, déjà d'avoir une vision de ceux qui sont en stage plus facile.
ou ceux qui sont en bas, plus facile. Mais je sais pas. Même moi, je saurais même pas comment faire. Tu vois, l'appli pour moi, elle est assez accessible. J'ai pas trop de problème à l'utiliser. Mais c'est vraiment parce qu'en fait, c'est visuel. Quand tu regardes ton appli, tu as quand même une part visuelle parce que tu vois les personnes soit en stage, soit en bas. Et, euh, et en fait, même moi, je saurais même pas quoi leur dire pour faire évoluer l'application. Je sais pas. Je sais pas comment ils pourraient faire. Tout ce que, quoi qu'il arrive, on sera obligé de balayer de gauche à droite. Donc, je vois pas. Mince, j'ai dit je vois pas et le Goulami doit rigoler là. Bah, il montera tout à l'heure on stage. D'ailleurs, j'en profite, Christophe, avant de poursuivre notre entretien, pour rappeler aux personnes qui sont dans l'audience qu'elles pourront bientôt nous rejoindre on stage pour te poser des questions. Alors revenons quelques instants sur cette fameuse formation pendant laquelle tu te passionnes pour l'informatique. On le disait tout à l'heure, elle change ta vie puisque tu y apprends le braille, tu changes ta perception du handicap, et puis surtout, tu croises la route de celle grâce à qui tu vas rencontrer la femme de ta vie, ta belle-mère. Exactement. Je suis en formation pendant 18 mois avec ma future belle-mère. Et en fin de formation, donc les cartons, on fait tous les cartons, voilà, pour repartir. Et là, j'étais en train de démonter un ordinateur pour la peut-être 200e fois dans ma formation. Et là, je sais pas ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui passe devant moi. Alors à ce moment-là, j'avais encore la vue, hein. Et je sais pas pourquoi je lève les yeux, mais bon, voilà, je lève les yeux et je vois ces femmes passer comme ça, tranquillement. Et là, je dis, mais c'est pas possible, quoi. Je dis, c'est ma femme, quoi. C'est la mienne. Et, et je me précipite, enfin, je la suis, comme, pas un sadique, hein, mais vraiment, tranquillement, hein, je la suis, voilà. Et je m'aperçois que c'est la fille d'une des personnes qui est là, qui est malvoyante comme moi, et qui m'apprécie énormément et que j'apprécie énormément. Et donc là, s'engage une bataille pendant quelques années pour conquérir le cœur de ma future femme. Ta femme est professeure de piano, concertiste et chanteuse lyrique, donc ça tombe bien parce que tu es sensible au son, à la voix. Pourtant, lorsque l'on s'est rencontrés, vendredi dernier, il me le semble, à la soirée organisée par Dan Bolander... T'as pas le droit là, Si. t'as pas le droit. Et alors que depuis des semaines, tu me dis Lola, j'aime ta voix, tu as la plus belle voix de Clubhouse, tu ne m'as pas reconnue. Alors je l'avoue, devant tout le monde, Quelle honte. j'ai reconnu 90% des filles et j'ai pas reconnu qui? Lola. Non mais j'ai eu honte, mais alors vous pouvez pas savoir. Mais non, je sais pas pourquoi. Mais en fait, ta voix en réel, c'est pas du tout la même. Enfin, il y a une différence en fait. Mais Non, je te l'ai dit. Hein, tu peux répéter ce que tu m'as dit. C'est que la voix venait de beaucoup plus bas que ce que tu Oui. imaginais. Oui, c'est ça. Non, oui, oui, non, mais je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, l'émotion. Là, on va mettre ça sur le compte de l'émotion. C'est ça. Alors, tu te maries en 2005. La suite logique, généralement, lorsque l'on se marie, c'est de fonder une famille. Sauf que toi, avec ton handicap, t'es pas très chaud. Non, alors pas du tout, non. Alors, quand on commence à parler enfant avec ma femme, j'ai dit, mais t'es au courant que je suis malvoyant, bientôt non-voyant, et on a des possibilités génétiques de faire des enfants non-voyants ou malvoyants. Et alors là, ça a été pour moi très très compliqué. Et pareil, pour gérer le quotidien. Comment je gère le quotidien? Moi déjà, j'ai déjà du mal à me gérer. Alors si en plus je dois gérer un gosse, ça a été très très compliqué. Et puis en fait, bah, on en est venu à faire des enfants. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, hein, tout le monde, hein, c'est que on est peu de choses devant une femme. Mais alors justement, comment est-ce que tu apprends tu apprends sur le tas ou il y a des associations qui vous aident, qui t'aident? Non, non, pas du tout. Non, non, en fait, on a décidé de faire un enfant parce que j'ai fait la préparation au mariage religieuse et en discutant avec les gens et puis surtout avec les animateurs, on se rend compte que la vie, il faut pas perdre de temps. Parce que si tu repousses à chaque fois, t'as rien fait. Et donc, je suis sorti d'une réunion comme ça et puis j'ai dit à ma femme, ok, on fait des enfants. Enfin, on fait un enfant déjà, ce sera déjà pas mal. Et, ensuite, non, les associations, moi je me suis jamais dirigé vers les associations, hein. La seule fois que je me suis dirigé, c'est pour faire une formation, mais après, j'ai jamais demandé de l'aide à personne. Je me suis adapté tout seul, on s'est adapté avec ma femme.
Ma mère gardait des enfants, donc j'avais déjà un peu pendant une période à garder des enfants, j'avais un peu une expérience de ça. Mais en fait, non, après j'ai appris vraiment comme tout parent, nouveau parent, voilà, sauf que j'ai appris avec un handicap visuel. Oui, Voilà. enfin concrètement, quand on a la vue, changer une couche, c'est déjà pas simple. Alors changer la couche quand on voit pas, c'est un peu plus compliqué, j'imagine. Et ben là, on a du caca partout. Voilà. Voilà, c'est si on a du caca dans la main et on dit attends, faut que je tienne le gosse, faut que je prenne une couche, j'ai du caca dans la main, le lavabo il est à 5 mètres, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et ben après tu t'organises. Voilà, tu mets une bassine d'eau à côté de toi, ou au pire tu prends le gamin, tu le fous dans la douche et puis voilà quoi, tu t'organises en fait. Alors au moment de la naissance de ton premier enfant, tu as encore la vue. Ce n'est pas le cas pour la naissance de la deuxième, puisque tu perds la vue en 2009. Comment se passe cette deuxième naissance? Alors enfin la naissance était tout ce qui est partie grossesse, tout ça, ça s'est super bien passé et puis plus facile parce que quand on a un deuxième enfant, forcément c'est plus facile parce qu'on a déjà puis moi le mien avait 7 ans donc déjà il était autonome. Et après la deuxième on voulait pas savoir le sexe parce que moi je voulais une fille absolument. J'ai dit je veux une fille. Et, euh, et en fait, on avait dit à la maternité qu'on voulait pas savoir le sexe. Et le jour où bah, le bébé est sorti, donc j'ai toujours cette phrase dans ma tête, c'est dingue. Le bébé sort, ma femme dans les vapes, mais alors voilà, courage mesdames, hein. Franchement, c'est vraiment quelque chose, un acte vraiment incroyable ce que vous faites. Et donc la sage-femme tend le bébé et je lui dis, donc ma femme ne peut pas voir parce qu'elle est dans les vapes et moi je ne peux pas voir parce que je ne vois pas à cette époque-là. Et je dis c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Et là la sage-femme me dit bah c'est un bébé. Et je dis d'accord. Et là, quand on m'a annoncé que c'était une fille, j'en ai pleuré, mais les larmes de mon corps, et une émotion, et franchement, qui a traversé mon corps, c'était incroyable, j'en pouvais plus. Comme je t'ai déjà dit, c'est le regret que j'ai de ça, de mon handicap, c'est de ne pas avoir vu le visage de ma fille. Voilà. Mais tu le devines avec les doigts, enfin avec les mains? Non, c'est compliqué, c'est compliqué. Surtout quand t'as vu, tu as des images. Tu vois, par exemple, ma femme, elle aura toujours 30 ans pour moi, tu vois, parce que j'ai perdu la vue. Donc, les crèmes de jour, les machins, elle n'a pas besoin avec moi. Et pareil, l'image de mon fils, il a 14 ans, mais je vois mon fils quand il avait 7 ans. La dernière image de mon fils, c'est quand il avait 7 ans. Donc, voilà, ce sera toujours mon petit garçon. De toute façon, c'est toujours nos petits garçons. Mais après, c'est pas grave, je l'ai vu. Mais ma fille, voilà, j'ai beau lui toucher le visage, tout ça, je sais qu'elle est blonde, mais après, elle a les yeux verts, elle est magnifique. Mais c'est les compliments que me font les autres qui m'envoient l'image de ma fille, quoi. Alors tu perds la vue donc en 2009. Est-ce que tu te souviens de ce jour, de ce moment où tu ouvres les yeux et tu ne vois pas? Alors, ça a été progressif, hein, ça n'a pas été du jour au lendemain, mais alors je peux pas dire que j'ai gagné au loto ce jour-là, mais en fait, non, ça a été progressif et en fait, bah, remise en question, une grosse remise en question, quoi. Voilà, ça y est, j'y suis, quoi. Et maintenant, il faut avancer, il faut pas se laisser aller. Et la famille, les amis, ma femme, mes enfants, enfin mon fils à l'époque déjà, c'est une force, mais alors énorme. C'est que on peut pas s'imaginer quand on a un handicap. Alors j'ai jamais été plein dans mon handicap parce que j'ai dit tout de suite, hein, ça faisait des années que je le répétais. J'ai dit le premier qui se plaint, c'est fini, je veux plus lui parler. Enfin, qui me plaint, je veux plus lui parler parce que c'est pas possible. Donc en fait, tout le monde a fait sa vie et a fait autour de moi, vraiment comme si qu'il s'était rien passé. Et franchement, ça a été vraiment bénéfique pour moi. Et il a fallu que moi, je m'adapte. Et tous les jours, je m'adapte. C'est-à-dire qu'au moment où je pose le pied par terre quand je me lève, j'ai qu'une envie, c'est de bouffer la vie, quoi. C'est de la bouffer comme jamais je l'ai bouffée. Et franchement, euh, alors tout le monde va me dire oui, mais euh, on me dit à chaque fois ouais, moi je peux pas me plaindre de ce que j'ai, tu vois. Une personne valide quand il m'entend, il me dit je peux pas me plaindre. Mais si, plains-toi. Moi peut-être que je me plains pas, mais toi plains-toi. C'est pas mon problème. Tu fais ce que tu veux dans ta vie.
Mais moi, j'ai envie de la bouffer, la vie. Et j'ai envie de vivre des expériences incroyables. Tu vois, le fait d'être avec toi ce soir, jamais dans ma vie, j'aurais pensé que j'aurais pu faire ça. Et voilà, c'est tout. C'est des rencontres, c'est des choses qu'on vit. Si je me laisse aller, bah, je peux pas les vivre. Et ben non, on avance et on montre aux autres qu'on est capable de faire exactement comme les autres. Alors dans la continuité des questions un peu bizarres de Lola ce soir, Je sais Christophe, pas si je vais pouvoir répondre. Vas-y, je t'écoute. ne pas voir, c'est voir quoi? Vous loupez plein de trucs. Ouais, j'imagine. Franchement, là, tu vois, je peux parler, je peux m'exprimer. Mais je vous le confirme, vous loupez énormément de choses. Le fait de ne pas voir, c'est des bruits qu'on entend, qu'on apprécie, des odeurs. Mais alors ça, c'est vraiment important. L'odorat, c'est vraiment le truc le plus important que, que, que je développe. Parce que c'est là où tu as énormément d'émotions qui passent. Voilà. Après, tu as le toucher. Mais alors bon, ça, elles sont pas toutes d'accord. Voilà. Mais non. Mais oui, il y a aussi le toucher, les objets, les choses comme ça. Et puis le goût. Mais le goût, bon, là, moi, je le développe pas plus. C'est pas une qualité que je développe. Voilà. Mais c'est vraiment l'odorat, le toucher, et puis l'ouïe, quoi. Voilà. Ces trois sens sont vraiment très, très importants pour moi. Et enfin, si. Ouais, enfin, oui, le toucher, oui, il y a le toucher par rapport à, par exemple, le vent qui t'arrive. Toi, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait une démonstration de chien guide et après je l'ai fait à la canne et en fait toute la partie là il fait chaud, tu transpires, alors toi ça va te gêner parce que tu dis ah je transpire, mais moi en fait ça développe tous mes sens parce qu'en fait je sais où est le vent et où je dois me diriger et en fait je suis plus à l'aise quand je transpire par exemple avec ces chaleurs là que s'il fait froid avec un gros manteau et tout ça, je sens moins les choses en fait. Oui, mais si par exemple je te dis, tiens, devant nous il y a une forêt avec des collines verdoyantes et un ruisseau, tu vois des choses que tu as pu voir avant de perdre la vue? Alors, je me fais l'image parce que, alors, la forêt, je l'aurais entendu parce que s'il y a du vent, le vent dans les feuilles, tout ça, j'aurais entendu. Le ruisseau aussi, bon, la petite colline, je l'aurais pas identifié. Mais si toi, tu me décris ça, moi, je la vois. Dans ma tête, je la vois. Toi, comme quoi, comme vendredi, tu m'as dit, je suis une grande blonde à forte poitrine, je t'ai vu tout de suite. N'importe quoi. Voilà, D'accord, je comprends. voilà. Il y a une anecdote que tu m'as racontée qui m'a beaucoup, beaucoup amusée concernant tes enfants qui communiquent par code devant toi pour pas que tu les captes. Exactement. Alors, les enfants s'adaptent très très vite à l'handicap, hein. Je vous le dis, c'est pas oh les pauvres enfants, ils vivent avec un handicapé. Non, non, c'est chouette, on vit avec un handicapé. C'est plutôt comme ça qu'ils le vivent, eux. Et en fait, quand ils communiquent, quand on est à table, et parce que comme ils commencent à faire leurs conneries, je commence à faire le père un peu sévère, quoi. Je lui dis, ouais, arrête, machin, voilà. Et donc, en fait, ils arrêtent de parler et ils communiquent avec des gestes. Ils ont fait un apprentissage avec des gestes. Alors, c'est pas la langue des signes, hein, c'est leur langue à eux. Et ils apprennent ça comme ça. Ils font des gestes, tout ça, voilà. Et puis non. Puis de temps en temps, dans la maison, ils me mettent des pièges. Et puis ma fille, elle adore la photo. Donc, elle a un appareil photo. Elle me met un piège et je me prends le piège et en même temps, elle filme. Voilà. Et ça l'éclate. Voilà. Les chiffres les plus récents que j'ai pu trouver remontent à 2019. À ce moment-là, il y avait plus de 200 000 aveugles en France et 932 000 non-voyants, malvoyants. Tu as récemment eu la chance d'avoir un chien guide, Jigsaw. Est-ce que c'est un luxe? Et pourquoi est-ce que ce n'est pas automatique? Alors, quand on fait une demande de chien guide, en fait, il faut déjà avoir une maîtrise de la locomotion, c'est-à-dire de se déplacer avec une canne blanche avec une très grande maîtrise. Ensuite, un chien guide, ça nous permet d'être un peu plus, un peu moins stressé sur le trajet, parce que quand on a une canne blanche, on est obligé d'être en permanence en alerte avec tous les sens, et le chien guide, en fait, ça nous permet d'être un peu plus tranquille. Et en fait, on passe par plein d'étapes. Le fait d'avoir un chien guide, il faut voir un psychologue, des instructeurs de locomotion, des éducateurs de chiens. Donc on voit pas mal de gens qui nous posent toujours les mêmes questions, parce qu'en fait c'est pour cerner un peu notre personnalité, et surtout aussi pour nous trouver le chien qui pourrait nous correspondre. Parce que le chien, il nous correspond vraiment à ce qu'on a demandé. Voilà, on nous pose plein de questions du style est-ce que vous voulez un grand chien, un petit chien? Est-ce que vous, enfin un petit chien, voilà, pas un Yorkshire hein, quand même, Oui, ça va faire j'imagine drôle que... quoi. Voilà. Et en fait, non, et en fait,
toutes ces réponses que tu apportes, ça leur donne voilà, une base de données pour te trouver le chien. Et c'est surtout qu'il faut savoir, alors je vais rentrer un peu je sais pas si je peux, mais Bien dans le sûr. côté, les chiens guides, ça coûte entre 20 et 25 000 euros. C'est financé exclusivement par des dons privés. L'État ne donne aucun argent là-dessus. Et donc, moi, je suis vous avez des écoles de chiens guides un peu partout dans chaque région. Et en fait, au lieu de donner aux fédérations, fédération des aveugles, fédération des chiens guides, machin, donnez à ces petites écoles de chiens guides. Il y a des gens qui sont là, leur métier, c'est un métier passion. Ils sont pas là pour faire de l'argent, ils sont là vraiment parce que c'est leur passion d'aider les gens. Et c'est du temps, énormément de temps. Et ces gens-là, franchement, depuis que j'ai mon chien, je passe énormément de temps à les aider. C'est-à-dire, dès qu'ils ont besoin que j'intervienne quelque part, je le fais. Parce que pour moi, mon temps que je leur donne est rien par rapport à ce que mon chien m'apporte chaque jour. Voilà. Et voilà, voilà, j'ai voulu dire ça. Excuse-moi, Lola. Et surtout, tu as eu Jigsaw suite à un accident. Oui, c'est ça. En fait, je me déplaçais en canne blanche. J'avais jamais eu de cours de locomotion avec la canne. Et donc un jour, j'ai balayé, j'ai tapé dans une petite barrière en plastique et je suis tombé dans un trou 5 mètres de profondeur. Je me suis cassé 5 côtes, 4 côtes, pardon. J'en rajoute une, mais non, c'est 4. Et je me suis fait un œdème du poumon. Et ce jour-là, on m'a emmené à l'hôpital et ma femme, en arrivant en panique, vous pouvez imaginer l'aveugle qui tombe dans un trou, la femme en panique. Et donc elle me dit t'arrêtes tes conneries avec ta canne, tu vas prendre un chien. Oui, ma chérie, avec plaisir. Voilà. La parole de la raison, c'est quand même ma femme. Voilà. C'est bien, tu écoutes ta femme. Alors on en Exactement. parlait tout à l'heure, il y a quelques jours, lors de la soirée organisée par Dan Bolander dans son théâtre, tu es monté on stage aux côtés d'El Goulami. Ça a été une révélation. La scène, le stand-up, c'est quelque chose qui pourrait te tenter? Alors, je suis monté sur scène parce que je voulais faire un truc avec Goulami, un truc, voilà, parce que de temps en temps, on délire dans des rooms, et voilà. Et puis j'adore son humour, j'adore quand il me fait des blagues sur hey, t'as vu? Ça me fait rire. C'est juste déjà entendre sa voix, je suis mort de rire en fait. Et en fait, monter sur scène, ouais, ça a été. Alors, je sais pas, d'habitude, comme je l'explique, je monte sur scène pour installer le matériel de ma femme. Voilà. Et là, je l'ai monté sur scène pour moi. Et j'ai raconté une partie de mon trajet entre la gare où j'habite et jusqu'au théâtre. Et ça fait rire les gens. Et je trouve ça génial, quoi. Et alors après, en faire mon métier, j'ai 47 ans, j'ai 2 enfants. J'ai un métier. euh, oui, mais combien de temps ça va me prendre? Quels efforts il va falloir fournir pour arriver à faire quelque chose de bien ou de correct? Je ne sais pas. Alors, on va passer dans cette phase où faut réfléchir, il faut peut-être écrire, faut présenter des choses. Et puis si on me dit t'es moyen, je le ferai pas. Si on me dit t'es exceptionnel, j'irai. Mais si on me dit t'es moyen, faut travailler, je dirais non, je le ferai pas. Parce que le temps que je vais consacrer à ça, ça sera du temps que j'aurai pas avec mes enfants. Est-ce que tu dirais qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire, Christophe, avec ton handicap? Est-ce que tu Oui, dirais des qu'il y a choses. des choses que tu ne peux pas faire avec ton handicap? Non, je peux tout faire. À part conduire une voiture, mais peut-être que avec Nordine ça va s'arranger ça. Mais non, non, j'ai- tout ce que j'ai envie de faire, je le fais. Après, c'est des adaptations, c'est tout. Avec Il suffit que ce soit les pouvoirs publics ou les gens qu'on contacte, qu'ils aient envie d'adapter les choses. Et après, il n'y a pas de souci, quoi. Christophe, je voulais te dire un immense merci. Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est Midori merveilleux ce que tu as fait Tokoro. pour moi. Voilà. Et j'étais très très stressé au début d'interview. Et comme tu m'as dit tout à l'heure en début d'après-midi, tu vas voir, c'est un échange, ça va bien se passer. Et ça s'est bien passé pour moi. Après, je sais pas pour toi, mais Je t'ai dit, c'est une danse. Nous allons oui, une danser danse, c'est ensemble. vrai. Eh ben, il faudra qu'on le fasse en réel. Et non, et je t'invite au restaurant quand tu veux. Oh là là, quelle chance j'ai.
Merci beaucoup Christophe, merci à tous d'avoir été présents. N'hésitez pas à suivre les personnes on stage et autour de vous. Je ne le répéterai jamais assez, l'essence même de Clubhouse, c'est l'échange et la collaboration. Vous pourrez écouter le replay de l'interview d'aujourd'hui grâce au lien qui se trouve dans ma bio ou dans le descriptif du club. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Quant à nous, on se retrouve demain à 21h. Je recevrai la pétillante Jeanne Sio-Fachin qui, du marketing à la méditation pleine conscience en passant évidemment par la psychologie, nous parlera des zèbres et retracera avec nous son parcours. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.